Certains films sont prédestinés à être des désastres, des erreurs, des ovnis. Quelle fatalité quand au bout de quelques minutes d'image, le terrible verdict tombe, et comme un château de cartes, une œuvre s'effondre. Mais quelle drôle de sensation. Parfois, malgré le constat d'un chaos cinématographique, nous arrivons à trouver du bon dans ces œuvres mutilées, et qui en résulte une sorte d'affection inexplicable. Et comme dirait Daniel Prévost, faire un mauvais film, c'est quand même beaucoup moins grave que d'attaquer une vieille. Votre humble serviteur est un passionné de ces films boiteux et qui plus est, quand ils sont jonchés de créatures en caoutchouc, si chères à mon cœur. Et c'est particulièrement le cas de Hellboy. Sorti en 2019, œuvre de Neil Marshall, réalisateur que vous connaissez sûrement pour les films Dog Soldier, The Descent et pour avoir réalisé des épisodes de Game of Thrones. Son Hellboy est malheureusement un terrible échec. Il est vrai que passer derrière les deux premiers opus signés par Guillermo del Toro est suicidaire, tant les deux premiers films sont ancrés dans notre pop culture. Il ne s'agissait pas ici de réussir un bon reboot, mais bien d'arriver à la cheville du géant rouge, Ron Perlman. Une réalisation de série télé sans ambition, un scénario cousu de fil blanc, un casting usé, un film qui se voulait plus proche de l'œuvre papier imaginée par Mike Mignola, et même ici échoue terriblement dans sa quête. Car du haut de l'arbre des promesses, Hellboy chute, se cognant contre chaque branche de l'amertume, jusqu'au sous-sol des oubliés. Et pourtant, peut-être un ensorcellement, je l'ai visionné à maintes reprises, dans la souffrance, mais aussi dans la complaisance. Car malgré toutes ces tares, j'aime Hellboy. Non pas parce que je suis un adorateur du diable à la main de pierre, mais parce que cette œuvre est un cas d'école, en maquillage et en effets spéciaux. Pour le meilleur et pour le pire, au grand jamais, Hellboy n'aura été au service du mal. Du diable à la sorcière, en passant par une armée de zombies, ou d'un sanglier anthropomorphe, c'est le maquilleur Joël Arlot qui orchestre la monstrueuse parade. Joël Arlot fait partie de ces grands noms du maquillage en effets spéciaux. Et vous connaissez sans doute ses œuvres à travers les films Pirates des Caraïbes, Black Panther, Logan, Tusk et tant d'autres. Pour ce nouvel Hellboy, Joël Arlot avait pour mission de réinventer une icône de la pop culture. Mais il devait surtout réussir à égaler les équipes en maquillage et effets spéciaux précédentes. De Jack Garber, épaulé par Monsieur Rick Baker, récompensé 7 fois aux Oscars, de Kazuhiro Tsuji et de Mike Elizalde, pour ne citer que. Nous pouvons dire que Joël Arlot avait un sacré défi à relever. Pour ce faire, Joël embauche d'anciens artistes ayant travaillé sur les deux précédents Hellboy, Roland Blancaflor et surtout le sculpteur de génie Norman Cabrera. L'art de Norman brillait dans les premiers opus du Démon Rouge. Bien que les designs de ces nouvelles créatures soient très éloignés, Norman arrive toutefois à y insuffler un écho, pour ne pas dire de la nostalgie, dans les lignes de certaines créatures qui peuplent ce nouveau Hellboy. Et quand on parle du diable, on en voit les cornes. C'est David Harbour qui se cache derrière le masque de Hellboy et qui a l'honneur de succéder au démon de Ron Perlman. David était accablé d'une gigantesque muscle suit, une combinaison de faux muscles faite en mousse de latex. À la première image dévoilée sur le web, les internautes pensaient qu'il s'agissait du vrai corps tout en muscles du comédien, mais il n'en est rien. Joël Arlot voulait d'une musculature réaliste, très éloignée de la silhouette de Ron Perlman que le chef maquilleur trouvait trop graphique. Sur ce nouvel Hellboy, des poils sont implantés un à un pour offrir un aspect plus organique et bestial à notre diable préféré. Bien que le costume soit une merveille de réalisme, parfois, un problème persiste, la colorimétrie. Tout au long du métrage, vous remarquerez que le teint de peau du visage n'est des fois pas le même que celui du buste. Je pense que cet élément est dû au temps très court de maquillage, transformer David Harbour
ne prenait que 2 à 3 heures. Le visage de Hellboy est beaucoup plus carré et buriné, coiffé d'une longue chevelure noire. Le nouveau design de Joel Harlow est animal, rien à voir avec les précédents films, mais forcé de reconnaître que le chef maquilleur connaît le matériel de base. Fan des comics, Joel Harlow essaye d'offrir le meilleur des visages aux démons, de la morphologie, du dentier, des lentilles de contact, de la pigmentation, tout est revu à neuf. En 2000, la matière utilisée pour concevoir les maquillages était de la mousse de latex. Prothèse souple et thermorégulante, semblable à une fine éponge. La mousse de latex est très confortable. Pour ce nouvel Hellboy, Joel Harlow utilise du silicone. Nouvelle matière très extensible, imitant à la perfection la consistance et la translucidité de la chair humaine. Mais elle est malheureusement lourde et étouffante. Alors pourquoi ne pas avoir gardé la mousse ? David Harbour a souffert de ce maquillage, car étant un film d'action, le comédien transpirait à grosses gouttes, le silicone ne pouvant rien absorber. Entre la peau et la prothèse, la transpiration s'accumule. Le pauvre comédien est obligé de pétrir son faciès et de faire sortir le liquide par les contours de ses yeux et de ses narines. Obviously, you have to take into consideration the actor that is portraying your character. When you're sculpting the piece, you're probing the depth of the clay the entire time. You want that thickness in, say, the cheekbones and the brow bone and the jawbone, the iconic facial structure looks of the character. So you build up those areas thicker while trying to keep the overall as thin as possible. You couldn't apply the actual makeup except for certain days. It's so expensive. But I would be at home and I would put this weight and stuff on my face, on my cheeks especially, and on my brow, and just be able to feel that when something came up, that I might have to overplay it a little bit, so you have to be bigger, just be a bit larger than life. I did have one day where I kind of lost it. I mean, I was on set, and I was trying to do this move over to this bench, and it was just like, my hand got in the way, and then my horn hit something, and then finally, like, the tail got scrunched up weird, and I was just like, I can't even like walk across a room. Like I just kind of like had one day in the middle of the process where I just lost it. Tout au long de notre visionnage, nous aurons ponctuellement l'impression que le visage de notre monstre flotte. Et c'est malheureusement le cas. Comment peut-on oublier le confort du comédien ? Et ce n'est pas le dernier problème de notre ami à cornes. Si la main droite de la mort est dans ce film en imitation en métal et non plus en pierre, forcé de reconnaître, ici Hellboy a le bras beaucoup trop long. Sur certains plans, il lui arrive presque au mollet. Et de plus, il est d'une incroyable mollesse au contact de certains objets. Comment est-ce possible ? Bien qu'au premier regard, ce nouvel Hellboy soit réussi, il souffre de quelques problèmes techniques. Surtout quand on le compare à la merveille, à la véritable reine du film, Baba Yaga. Si la sorcière borgne de ce nouvel Hellboy ne vous laisse pas indifférent, c'est que comme moi, vous aimez les beaux monstres. Rares sont les designs de créatures à sortir du lot ces dernières années. Baba Yaga fait partie de ces vilains que j'aimerais voir entrer dans le panthéon des monstres cultes du cinéma. Joel Harlow signe ici une des plus terrifiantes sorcières faites de silicone, de bave et de vieux cheveux gras. C'est le contorsionniste Troy James qui donne vie à cette sorcière. Je ne trouve rien à redire de cette œuvre d'art, si ce n'est la scène du baiser, dans laquelle les images de synthèse entrent en jeu. Et ce n'est malheureusement que le début. Le cinéma est un art magnifique, où les anciennes et nouvelles techniques cohabitent. Cependant, l'histoire nous rappelle que tout n'est pas toujours bon et beau dans ce bas monde. Vous trouverez dans Hellboy la créature Gruagash, un monstre anthropomorphique, un sanglier au corps d'homme. Interprété par Douglas Tate, Gruagash devait être une merveille. Corps costumé en mousse de latex, à la peinture impeccable, poils implantés un à un, de magnifiques mains, de magnifiques jambes, mais surtout 2 têtes incroyablement sculptées. À l'instar du jadis bestiaire animatronique des Hellboy de Guillermo del Toro, le visage de l'homme sanglier était animé par des moteurs et autres sorcelleries pratiques, des effets live. Budget, visage difficilement expressif, ou peut-être folie des producteurs, auront raison du travail des maquilleurs en effets spéciaux.
L'animatronique de la créature disparaîtra derrière un masque numérique. L'association maquillage et images de synthèse est une technique superbe qui permet de transcender l'apparence de nos monstres. Le cas d'école, The Shape of Water, est selon moi le plus bel exemple où le numérique et les effets spéciaux traditionnels sont en osmose. Mais pour que cette magie opère, il faut que les deux éléments techniques s'accordent. Notre pauvre créature, ici, n'a pas eu cette chance. Si le Hellboy de Neil Marshall souffre de problèmes scénaristiques, de mise en scène, l'œuvre est surtout anéantie à cause de ces images de synthèse. Monstres grotesques et autres graphismes fatigués ont eu raison de notre clémence et de nos pauvres créatures, qui en deviennent malheureusement risibles et oubliables. Ces problèmes techniques, pour ne pas dire artistiques, nous replongent dans un débat qui fait rage depuis maintenant 30 ans, le numérique contre les effets pratiques. Hellboy ravive la flamme de la guerre et devient malgré lui son symbole. Dans son introduction, Hellboy voyage au Mexique pour retrouver son équipier Luis, disparu après avoir mené une enquête sur un nid de vampires. S'ensuit un combat de lutte mexicaine, le Diable Rouge contre la Chauve-souris. Le cinéma est une porte à l'interprétation. Nous pouvons imaginer alors que ce combat incarne le maquillage contre le numérique. Qui plus est, quand nous connaissons toute la symbolique qui se cache derrière le masque de la lutte mexicaine. La lucha libre. La lucha libre, comparable au catch, n'est pas seulement un combat, c'est un art de vivre, un symbole. Les lutteurs masqués, les luchadors, ne sont pas seulement des célébrités. Pour certains, ils sont de véritables héros. Si vous pensiez que leur masque n'est qu'un artifice pour émerveiller la foule, il n'en est rien. Luchador. Au grand jamais, un masque n'aura été aussi vivant. De couleurs multiples et variées, des formes diaboliques ou religieuses. Les masques des luchadors représentent la vie du combattant, ses convictions, ses victoires et sa renommée. Au cours de sa carrière, au fil de ses combats, le luchador devra surmonter des défis, des matchs au dénouement parfois dramatiques. Les luchas de apuestas. Les luchas de apuestas sont des combats où les luchadors mettent en jeu leur plus grand trésor, leur masque. Ces combats se nomment les Mascara contra mascara. Ces affrontements mettent en scène des rivaux. Le gagnant remporte le masque de son adversaire. Ces combats sont sanglants et violents, dans lesquels les luchadors essaient de s'arracher leur masque, pour ne pas dire leur légende. Perdre son masque est considéré comme l'humiliation ultime. Il existe des variations de ces combats où les lutteurs ne mettent pas seulement leur masque en jeu, mais aussi leur titre, ou encore leur carrière. Connaissant ces vieilles traditions de la lucha libre, le combat de Hellboy contre le vampire Camazos prend alors une autre dimension. Prend alors une dimension symbolique. Un choc de titans, deux techniques artistiques qui se combattent depuis plus de 30 ans, sont enfin sur le ring. Nous sommes en droit d'imaginer qu'il s'agit d'un de ces terribles défis, de mascara contre mascara. Qui remportera le masque, la carrière ou le titre du meilleur monstre? Qui des deux perdra son masque? Les images de synthèse, bien qu'elles soient de nos jours un outil et un art incroyable, dans certains cas, comme dans Hellboy, elles ne pourront jamais remplacer un bonhomme costumé, malgré un bras trop long, un teint de peau changeant ou un visage qui flotte. Car au final, il ne s'agit pas de perdre ou de gagner, de faire rire ou de faire pleurer, mais de sentir une âme derrière le masque. Merci à toi d'avoir regardé ce nouvel épisode de Derrière le masque. Je tiens à remercier mes amis qui m'ont aidé à réaliser ce nouvel épisode. Sébastien, que vous connaissez sûrement à travers tous les épisodes de Derrière le masque, c'est lui qui se cache derrière nos masques. Il y a également Ludwig Gobelin, alias Lightning, notre photographe, mais aussi chef opérateur et au cadre.
Et la dernière dans l'équipe, Cheyenne Bouy, notre assistante vidéo et photo. Si tu aimes les émissions de la chaîne, tu peux les produire en laissant un petit don sur Utip. Mais surtout, dites-vous que ces financements nous aident à maintenir à flot notre Hangar 84. C'est le studio photo, vidéo et effets spéciaux que nous avons créé à Montpellier. Après ces 2 années compliquées, on aurait besoin d'un petit coup de main de votre part pour maintenir l'atelier ouvert. Mais si tu ne peux pas nous aider sur Utip, tu peux au moins partager l'émission, car en 5 ans, on n'est toujours pas à 10 000 abonnés, malgré, je pense, une qualité vidéo pas des moindres. Donc abonne-toi, lâche un commentaire et pourquoi pas un pouce, et surtout, je te dis, amis des monstres et du cinéma, à très bientôt pour un autre Derrière le masque.